bienvenue dans ce nouvel épisode où je t'emmène en voyage au Pérou. Cusco, février 2013, ça fait déjà plusieurs mois que je suis sur la route avec mon fidèle sac à dos. En septembre 2012, avec mon amie Karine, on est parti pour 12 mois explorer l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie et l'Amérique latine. C'est en tout 10 pays qu'on va traverser et en parallèle de ça, on fait un peu d'humanitaire pour donner un fil conducteur à notre voyage. Cette fois-ci, je ne le sais pas encore, mais je m'apprête à vivre une rencontre qui va changer ma perception de la vie. Et ce n'est pas avec Karine que je vais vivre cette aventure, mais avec Sandrine. Je l'ai rencontrée quelques jours plus tôt dans une auberge de jeunesse à Arequipa, une ville au sud-est du Pérou. Elle aussi voyage en sac à dos depuis plusieurs semaines. Elle connaît très bien l'Amérique latine. Contrairement à moi, elle parle couramment l'espagnol. Moi, faut savoir que je sais à peine aligner 2 mots, à savoir « Buenos días, ¿cómo estás ?» Autant dire qu'elle va me sauver la vie à plusieurs reprises car elle va nous permettre notamment d'acheter nos billets de bus et de pouvoir échanger avec les locaux en espagnol. On se retrouve donc à Cusco, dans une auberge, quand je lui parle de mon projet d'aller au Machu Picchu. Sans hésiter, elle embarque avec moi. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que je déteste les chemins touristiques. D'après les agences de tourisme, 2 options pour atteindre le Machu, le train ou le trek du chemin des Incas. Il faut savoir que pour visiter le Machu Picchu, on doit obligatoirement passer une nuit à Aguascalientes, la ville située au pied de la montagne. Et aucune route n'y mène. La seule voie possible, c'est le chemin de fer. 2 compagnies se partagent le monopole, longtemps détenu par des agences londoniennes. Autant dire que le prix du billet est salé. En 2012, j'ai payé 45 €, soit l'équivalent de 162 nuevos soles pour 55 km. Pour comparaison, l'entrée au Machu Picchu coûte 152 sols, soit 42,50 €. Et en 2025, le prix est inchangé. Le prix de l'entrée du Machu Picchu est toujours la même qu'en 2012. L'autre option pour atteindre le site sacré, c'est le trek du chemin des Incas. C'est une rando sur 4 jours qui traverse la forêt depuis le départ d'une montagne à 2800 mètres d'altitude jusqu'au sommet du Machu. C'est magnifique, mais c'est très physique. Les 2000 mètres d'altitude font qu'il est possible d'avoir le mal des montagnes. Pour ma part, je voulais ni vendre un rein pour payer le train, ni cracher mes poumons dans un trek. Alors, j'ai fouillé sur internet et crois-moi, à l'époque, pour avoir le Wi-Fi, fallait être dans certaines auberges. Il n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui et la 4G et la 5G, c'était tout simplement de la science-fiction. J'ai fini par trouver sur un blog un chemin de traverse qui allait nous amener directement, qui allait nous faire passer différentes étapes pour arriver à Aguascalientes. Première étape de ce trajet, c'était de prendre un collectivo, un minibus d'environ 20-25 personnes qui allait faire le trajet entre Cusco et Santa Teresa. Santa Teresa est un tout petit village qui se trouve à l'arrière de la montagne du Machu Picchu et il faut environ 6 heures de route sur des routes montagneuses pour rejoindre ce village. Je vous plante le décor. On passe de 3400 mètres d'altitude à 1550 mètres sur des routes de montagne si étroites que parfois une seule voiture peut passer. Sauf que là, il y a aussi des camions et que très souvent, ils sont dans le sens inverse de notre bus. J'ai eu la merveilleuse idée de me mettre côté fenêtre. J'ai donc vu à plusieurs reprises la roue arrière du bus dans le vide. Mais comme tu peux l'entendre, je suis toujours vivante. 12 ans plus tard, je te raconte mon histoire. Arrivé à destination, à Santa Teresa, c'est un gros soulagement pour moi et pour Sandrine.
On trouve une petite chambre chez l'habitant, on pose nos affaires et c'est le moment de prendre un peu de repos. On a cependant une petite déception, car Santa Teresa est très connue pour des sources d'eau chaude. Sauf que, à cause de fortes pluies récentes, une partie de la montagne s'est effondrée et les piscines naturelles étaient ensevelies sous les pierres. On va donc devoir remettre à plus tard notre expérience d'eau chaude. Le lendemain matin, on prend un autre collectivo pour la dernière partie de notre voyage avant d'arriver à Aguascalientes. Cette fois-ci, le collectivo va nous amener directement à Hidroeléctrica, qui est une centrale électrique au pied de la montagne sacrée. Le trajet est plus court, il dure environ 30 minutes, mais tout aussi original. Cette fois-ci, des poules voyagent avec nous dans le bus et elles sont en liberté. Arrivé à la centrale, il existe une voie ferrée d'environ 10 km qui rejoint directement Aguascalientes. Officiellement, cette portion est réservée aux Péruviens. Les touristes ne peuvent pas prendre le train pour accéder à la ville. Donc, il nous reste une seule solution. Emprunter la voie du chemin de fer, mais cette fois-ci à pied. Le chemin est magnifique, entre montagnes, rivières, faune sauvage. On entendait même le train arriver au loin. Il va très lentement, il est bruyant, donc on avait largement le temps de se mettre sur le côté pour le voir passer. Ce qu'on ignorait encore, c'est qu'on arrivait par l'arrière du Machu Picchu. On a mis environ 3 à 4 heures pour rejoindre Aguascalientes, car on a vraiment pris notre temps. Arrivé en ville, première mission, trouver une auberge. Le lendemain, le Machu Picchu nous attendait. Une fois nos affaires posées, on part explorer la ville. On entend parler, ici aussi, de sources d'eau chaude. Cette fois-ci, on compte bien en profiter. On finit par les trouver, on s'y baigne et c'est un pur bonheur après 2 jours entre collectivo et rando. Sur le chemin du retour pour aller à l'auberge, on passe devant une boutique. Sandrine est attirée et veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je ne sais pas encore, c'est qu'il y aura un avant et un après cette boutique. Sandrine s'intéressait déjà beaucoup au chamanisme et aux médecines naturelles. Moi, à l'époque, j'étais très cartésienne, mais curieuse de nature. Alors, je la suis. Dès l'entrée, une connexion se crée entre elle et le propriétaire. On passe plus de 2 heures à voyager à travers les récits de ce chaman. Oui, c'était un chaman, pas juste un vendeur. Il nous raconte l'histoire sacrée de la montagne. J'avoue, c'était une grosse frustration pour moi car je ne parlais pas espagnol. Sandrine a essayé de traduire, mais elle était tellement captivée que parfois elle manquait des petits bouts. Et malgré la barrière de la langue, ça restera une des plus belles rencontres de ma vie. Il nous montre des photos. Quand on regarde le Machu Picchu par l'arrière, le chemin qu'on a pris le matin même, on voit en fait que la montagne est une silhouette de femme endormie. Et en regardant nos propres photos prises le matin même, le même constat, on voit la silhouette de cette femme endormie. En face du Machu Picchu, une autre montagne représente un aigle et une troisième un autre animal. Le site est protégé par des symboles vénérés par les Incas. Il nous propose de visiter ces montagnes peu connues, mais nous avons nos billets retour pour le lendemain, impossible de les échanger. Ce sera une grosse frustration pour toutes les deux de ne pas pouvoir visiter ces montagnes sacrées avec un chaman du coin. Avant de partir, il nous offre à chacune une pierre symbolique. Moi, il me donne une pierre pour protéger ma première demeure, un cocon dans ce nouveau chez moi que je viens juste d'acheter. Il ne connaissait que mon prénom et pourtant il vise juste. Juste avant ce voyage, j'avais acheté mon premier appartement. Il me prend dans ses bras et là, ma vie bascule. Je ressens comme une boule d'énergie passer de son plexus solaire au mien, puis descendre dans mon chakra sacré, retourner à lui et plusieurs fois comme ça en silence.
J'ai ressenti tellement d'amour, de douceur, que même aujourd'hui, en te racontant ça, je sens cette boule de feu en moi et j'ai encore des frissons à l'intérieur de mon corps. Quand il me lâche, je suis désorientée. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Sandrine, elle, semble comprendre. Elle me prend par le bras, m'accompagne vers la sortie. Je suis figée. Les sœurs qui suivent vont être un véritable tsunami. Je pleure, je tremble. Les souvenirs remontent, parfois heureux, parfois moins heureux. Sandrine est là, ça va être la première qui va m'accompagner et la première à me dire d'accueillir, de laisser monter, de pleurer si j'ai envie de pleurer ou de rire si j'ai envie de rire. Bizarrement, cette nuit-là, je vais dormir comme un bébé. Pourtant, je suis pas mal chamboulée par cette rencontre et notamment cette dernière interaction avec le chaman qui va vraiment activer quelque chose à l'intérieur de moi. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce chaman venait d'activer ma Kundalini. Je vais le découvrir bien plus tard, en 2018, lors d'un soin au Québec. Le lendemain de cette expérience avec le chaman, on vit l'une des plus belles journées, en tout cas pour ma part, une des plus belles journées de ma vie, la visite du Machu Picchu. Il est 5h du matin. On est prête à gravir les 1716 marches Inca jusqu'au sommet. Il faut savoir que ça nous prend à peu près 2h30 de montée car les marches sont irrégulières, glissantes et nous sommes dans le brouillard. Arrivé en haut, déception. Le brouillard est toujours présent et on ne voit absolument rien. On valide nos billets, on passe les portes et là, comme par magie, le brouillard se lève. Le soleil perce. Et devant nous, on aperçoit l'immensité Inca, le Machu Picchu. Les larmes coulent sur mon visage. Cette image reste gravée à jamais dans ma mémoire. Même si aujourd'hui j'ai perdu la plupart des photos de cette expédition, je ne peux que ressentir encore l'émotion que cette découverte a fait à l'intérieur de mon corps. Tu t'attendais peut-être à ce que je te raconte une histoire d'ayahuasca, de cérémonie chamanique. Eh bien non, pour cette première rencontre, ça s'est fait tout simplement dans une boutique touristique. Par contre, je t'invite à t'abonner au podcast parce que dans les prochains épisodes, je vais te raconter plus d'expériences en chamanisme. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Il retrace un moment fort de ma vie qui a marqué le début d'une grande transformation. Nos expériences ne sont pas que mentales, elles touchent aussi notre émotionnel, notre énergétique et l'invisible. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as vécu ce genre d'expérience ? As-tu des questions sur ce que j'ai traversé ? Je te souhaite une belle journée, puis je te dis à bientôt !